Oui, c'est tout bon. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons entamer à présent cette session scientifique relevant du champ des sciences de l'éducation. J'aurai le plaisir de modérer ce panel qui se compose de 4 communications abordant des problématiques actuelles liées à l'enseignement, à la formation des enseignants, aux langues et aux mutations éducatives contemporaines. Chaque intervenant disposera de 10 minutes pour présenter sa communication. Je précise dès maintenant que les questions et les échanges se feront à la fin de l'ensemble des communications afin de respecter le temps imparti et de favoriser une discussion transversale. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première communication. Alors, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Kofi Lopez Emmanuel Oscar du laboratoire Philosophie des cultures et civilisations africaines à l'École normale supérieure d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Sa communication s'intitule Éthique et déontologie du métier d'enseignant. Sa contribution s'inscrit dans le champ de la philosophie de l'éducation et interroge les fondements éthiques et déontologiques de la profession enseignante à partir des textes réglementaires encadrant l'exercice du métier. Monsieur, vous disposez de 10 minutes pour votre présentation. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame la modératrice. Bon, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Est-ce qu'on arrive à voir? Bon, j'essaie de partager, c'est toujours. Non, monsieur, on n'arrive pas à le voir. Ça n'est Oui, pas visible. maintenant, oui. Oui. C'est bon? Ok. Non. Oui, oui, maintenant, c'est visible, monsieur. C'est visible maintenant. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je suis Kofi Lopez Emmanuel Oscar, enseignant-chercheur au département des sciences de l'éducation de l'École normale supérieure, spécialité philosophie de l'éducation. J'aimerais, avant tout propos, remercier le comité d'organisation de ce deuxième colloque international pluridisciplinaire, avec à sa tête le président Essiomé Ghislain. Faut dire qu'au début, lorsque le président a émis l'idée d'organisation d'un colloque, j'étais un peu sceptique, je n'y croyais pas trop, vu le temps que nous avions, vu le timing. Mais bon, après nos échanges, on s'est dit pourquoi ne pas y aller. Et nous avons été surpris d'avoir, je crois, une quarantaine de communications où nous avons pu retenir 18. Donc, c'est le lieu de féliciter et dire un grand merci au président pour sa vision. Et je crois qu'en 2026, nous allons encore faire plus. Ma communication de ce jour a pour titre Éthique et déontologie du métier d'enseignant. Donc, pour traiter de ce sujet, je vous propose un plan en 3 parties. Présentation du métier d'enseignant, droits et obligations de la fonction enseignante, et puis éthique professionnelle des métiers de l'enseignement. Donc, éthique et déontologie, c'est, je veux dire, un sujet qui s'inscrit dans le cadre théorique et applicatif de la philosophie de l'éducation. Donc, la philosophie de l'éducation, c'est un domaine de connaissance à la croisée des chemins entre la philosophie et les sciences de l'éducation. C'est une discipline qui utilise les approches des systèmes philosophiques pour comprendre et résoudre les problèmes de l'éducation. C'est la science dont l'objet d'étude principale est la réflexion éthique. Et la philosophie de l'éducation, je peux dire son intérêt, c'est que elle oriente le politique dans ses prises de décision en matière d'éducation et de formation. La philosophie de l'éducation s'intéresse à plusieurs thématiques, à plusieurs sujets, c'est-à-dire aborde plusieurs thématiques. Et parmi les thématiques auxquelles la philosophie de l'éducation s'intéresse, il y a la citoyenneté, il y a les droits de l'homme, il y a l'environnement, mais il y a aussi l'éthique et puis la déontologie. La question qui se pose, c'est pourquoi réfléchir sur ce sujet? Quel intérêt pour la société? Donc, il y a plusieurs raisons qui nous motivent donc à nous intéresser à ce sujet-là. La première est liée à la faillite du sens moral, parce que quand on parle d'éthique, c'est l'éthique parce qu'on assiste à une faillite du sens moral. Et cette faillite du sens moral s'est matérialisée par la crise de l'humain, à des événements tels que la guerre de Troie et Chypre Péloponnèse,
qui participent à la destruction de milieux de vie, parfois innocentes, aux violences, à toutes ces situations-là qui participent donc à la négation de l'homme. Donc, toutes ces situations tragiques auxquelles le monde se trouve confronté, là, toutes ces situations montrent l'intérêt donc de parler de l'éthique pour préserver le sens de l'humain, pour préserver la dignité humaine. Donc, l'action de l'éthique, elle est une question importante. Deuxième raison, c'est que tout métier dispose de droits et d'obligations, qu'on appelait la déontologie, parce que l'éthique, dans son développement, va donner naissance à plusieurs sciences, dont la déontologie. Et pour le métier d'enseignant, la déontologie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une nécessité d'en parler parce que c'est lié à l'intérêt général, c'est lié à l'idée de former une élite de qualité susceptible de participer au progrès socio-technique. Donc, et cette étude-là, nous sommes à l'école normale supérieure, c'est une école qui est professionnelle, qui participe à la formation d'enseignants, de personnel. Donc, ça possible, hein, les agents de l'État, du secteur public, parapublic, bon, elle se révèle utile parce que de nombreux fonctionnaires, de nombreux agents ignorent leurs droits et quelquefois occasionnent des abus, des sanctions, des traductions en conseil de discipline. Donc, c'est vraiment important d'en parler et le choix de ce sujet-là s'explique par le besoin de promouvoir au sein du corps enseignant une éthique professionnelle susceptible de garantir dans le système scolaire une formation de qualité. Je crois que nous avons des doctorants, nous avons des trucs. Donc, cette étude-là pourrait également intéresser le réseau. Donc, pour traiter donc de ce sujet, nous allons présenter le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant. Donc, pour mieux présenter ce métier-là, il y a 3 questions auxquelles il faudra répondre. Qu'est-ce que enseigner? C'est quoi être enseignant? Et puis, pourquoi enseigne-t-on? Je ne sais pas, il me reste combien de minutes, mais bon, on va y aller. Je ne sais pas, je suis à la 3e diapo. Enseigner, ça vient du latin insignare, du verbe insignire, qui signifie marquer du fer. Donc, quand on enseigne, c'est pour faire acquérir des connaissances, des compétences, au moins de quelques ans. Donc, pourquoi enseigner? Pour la société, l'enseignement est indispensable parce qu'elle prépare dans le cœur et puis l'esprit des enfants les conditions de sa survie. Donc, l'enseignement, c'est important parce que ça va permettre d'assurer le renouvellement des structures historiques de l'humanité. Ça va permettre de mettre fin au prestige du modernisme qui font de l'homme un être qui est dépourvu de toute humanité. Notre sujet, c'est éthique et déontologie. Donc, la déontologie, ça renvoie aux droits et aux obligations. Donc, quelles sont pour l'enseignant, quelles sont ses obligations, quels sont ses droits, etc. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons commencer par les obligations. Donc, la première obligation, c'est l'obligation d'assurer le service. Et en tant qu'agent de l'État, il doit servir avec loyauté, honneur, dignité, respect, probité, puis développement. Donc, il faut assurer le service. Voilà, il y a certains qui sont recrutés, mais au lieu d'assurer le service, qui préfèrent lire un journal ou bien qui préfèrent. Non, il y a l'obligation d'assurer le service, bien qu'ils ne viennent pas du tout, etc. Il y a l'obligation d'obéissance hiérarchique. Voilà, assurer le service conformément aux instructions données par son supérieur et aux mesures d'organisation et puis de fonctionnement du département. Il y a l'obligation relative aussi, aux activités privées, voilà. Voilà. Il y a les obligations à la vie privée, à la discipline de l'administration, et le manquement à ces obligations-là s'entraîne des sanctions. Bon, il y a l'obligation de discrétion, l'obligation de désintéressement, l'obligation de réserve, de probité, d'intégrité. Bon, tout ça, on n'a pas le temps d'expliquer, vu que le temps est un peu court. Et le manquement à ces obligations-là, ça renvoie à poser des actes qui sont réprimés par le code pénal et qui pourraient conduire à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. L'enseignant, il n'a pas seulement que des droits et des devoirs, il a également des droits. Et parmi ces droits-là, il y a la liberté publique, la liberté d'opinion, d'expression, le droit syndical, il a droit à la rémunération, il a droit aux avantages sociaux, les congés, aux autorisations d'absence, il a droit à l'avancement, la promotion, etc. Nous allons parler de la 3e et dernière partie, l'éthique professionnelle des métiers de l'enseignement. Donc, le métier d'enseignement, il y a une certaine éthique professionnelle. Et ici, il y a 5 normes qui sont à respecter. Donc, il y a déjà l'empathie. La première, c'est l'empathie, qui est la conception, qui renvoie donc à la conception, la capacité à se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses désirs. Il y a le respect. Donc, il faut considérer l'autre
Quand on parle de respect, c'est la considération qu'on peut avoir aussi bien pour les étudiants que pour les collègues. La confiance, hein, voilà, la confiance, disposer d'un certain nombre de connaissances, d'habilités qui vont amener à ce qu'on ait confiance en nous, et puis l'intégrité qui renvoie à l'honnêteté, la fiabilité, la conduite morale. Bon, pour ce qui concerne donc l'autorité, pour qu'on puisse avoir une certaine autorité, il faudrait qu'on maîtrise sa discipline et être capable de pouvoir assurer une parfaite transmission. Donc, pour résumer l'éthique professionnelle, ça renvoie aux valeurs fondatrices de l'acte d'éduquer. Donc, aux valeurs fondatrices de l'acte d'éduquer. Et dans l'éducation, il est nécessaire qu'on puisse parler d'égalité, qu'on puisse parler d'équité, que l'enseignant traite avec équité tous ceux dont il a la charge. Et puis, ça renvoie aussi aux normes déterminant la déontologie, c'est-à-dire l'obligation de former, d'informer. Et cela nécessite la mise en place d'un contrat de règles, d'un agenda. En conclusion, je pourrais dire que la conduite d'un enseignant a un effet sur l'image de sa profession. Il doit donc être responsable dans ses agissements, éviter toute discrimination, respecter les aspects confidentiels de sa profession et puis développer chez l'apprenant le goût de l'apprentissage. Il doit s'adapter aux besoins de l'élève, agir de façon juste et impartiale dans ses relations et puis fournir l'attention et un accompagnement approprié. Mesdames, Messieurs, je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Madame la modératrice, je crois que j'en ai fini. Je vous remercie, monsieur, pour cette communication. Nous pouvons retenir l'importance centrale de l'éthique et de la déontologie dans la profession enseignante, notamment à travers les normes et les valeurs et les obligations qui structurent l'exercice du métier. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième communication. Monsieur Koulibaly Issoufou, est-ce que vous êtes là? Monsieur Koulibaly Issoufou. Monsieur? Monsieur Koulibaly Issoufou, est-ce que vous êtes là? Madame Mansouri Nour Il-Houda, la deuxième communication, Madame Mansouri Nour Il-Houda, est-ce que vous êtes là? Madame Mansouri Nour Il-Houda. Alors, on passe à la quatrième communication. Peut-être que les autres vont nous rejoindre après. Monsieur Omar Ismaili, vous êtes là, monsieur? Oui, Madame la Présidente, je suis là. Alors, j'ai le plaisir de donner la parole à monsieur Ismaili Omar, qui est membre du laboratoire linguistique appliquée communication et didactique du FLE à l'université Mohamed Ier au Maroc. Sa communication s'intitule « Les soft skills dans la formation des enseignants au Maroc, état des lieux et perspectives ». Alors, cette contribution analyse la place des compétences transversales dans la formation des enseignants dans un contexte éducatif en mutation. Monsieur, vous disposez de 10 minutes pour votre présentation. Merci. Merci infiniment. Et si vous permettez, est-ce que vous pouvez afficher ma présentation? Oui, alors je vais demander aux organisateurs de le faire. Bon, pour aller plus vite, si vous avez la présentation, vous pouvez l'afficher. Directement, d'accord, je vais essayer. Vous pouvez l'afficher directement vous-même. C'est bon? J'espère que l'écran s'affiche déjà, c'est lisible. Non, pas encore. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, allez-y. Ah bon, malheureusement, ça s'est arrêté. Ok, je vais essayer encore.
Docteur, vous pouvez laisser, je m'en charge. Monsieur Omar, donc je m'en charge. Oui, merci infiniment, monsieur. C'est bon là? Oui, c'est bon, c'est affiché, c'est bon. Super. Alors, donc avant de commencer ma communication, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation, comité scientifique et également Madame la modératrice. Ma communication s'intitule Les soft skills dans la formation des enseignants au Maroc, état des lieux et perspectives. Donc, je suis Ismaël Omar, attaché au laboratoire linguistique appliqué communication didactique du FLE à l'université Mohamed Ier, Oujda, au Maroc. Le plan de ma communication est le suivant: introduction, cadrage théorique et conceptuel, les enjeux et les limites des soft skills dans le contexte formatif au Maroc, les perspectives et enfin la conclusion. Donc, la communication se base sur deux éléments, à savoir les transformations éducatives qui exigent de nouvelles compétences professionnelles pour les enseignants, y compris les soft skills, et qui sont devenues centrales dans le métier d'enseignant comme dans les autres métiers. Trois objectifs pour cette communication. Premièrement, comprendre l'importance des soft skills pour les enseignants. Deuxièmement, présenter l'état des lieux dans le contexte de formation des enseignants au Maroc. Et enfin, ouvrir des pistes pour la formation initiale et continue des enseignants marocains. Le contexte, donc, c'est la transformation des pratiques éducatives mondiales, les attentes socio-professionnelles élevées envers les enseignants, et enfin, l'importance des soft skills pour la gestion de classe, la communication, l'innovation pédagogique et la réussite scolaire en général. Alors, concernant le cadrage théorique et conceptuel, nous avons essayé de mettre en relief l'histoire de la formation des enseignants au Maroc avec le triangle traditionnel CFI, CPR, ENS, qui s'est remplacé aujourd'hui par l'universitarisation de la formation initiale et la formation qualifiante au sein des CRMF. Ce sont donc des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, basés bien sûr sur les textes officiels comme la vision stratégique, le plan d'urgence. Donc, pour mieux éclaircir le contexte formatif des enseignants au Maroc, tous les enseignants marocains disposent au minimum actuellement d'une licence. Donc, c'est la formation initiale qui se déroule au niveau des universités marocaines. Parmi les licences, donc tout type de licence, à savoir les licences en éducation, qui sont privilégiées au Maroc. Après, on a donc le concours d'accès au CRMF pour bénéficier d'une formation qualifiante d'une année. Donc, on a des modules principaux, des modules d'appui et des modules optionnels. Les modules optionnels sont généralisés pour toutes les filières. Et enfin, la formation continue, bien sûr, il a plusieurs formes. C'est la responsabilité majeure des directions provinciales de l'éducation et de l'éducation nationale, mais aussi d'autres organismes, des associations et d'autres organismes. Passons maintenant à la définition, donc un essai définitoire des soft skills. Les soft skills, c'est une notion vague et polysémique qui trouve ses origines depuis les années 70 dans l'armée américaine. Alors, aujourd'hui, on trouve la notion dans plusieurs domaines, surtout le marché du travail et le domaine de formation. Soft skills, on a donc une panoplie de définitions. C'est des compétences douces, si on fait une traduction littérale du mot anglais. Ce sont des compétences transversales, des compétences comportementales, sociales, des savoir-être et savoir-faire, des compétences aussi psychosociales. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la définition des soft skills est la suivante: c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement
approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc, ce sont des aptitudes comportementales, émotionnelles, voire cognitives, qui représentent des qualités humaines ou parfois des caractéristiques liées même à la personnalité. Notons bien sûr qu'au niveau donc du Maroc, les soft skills étaient intégrés en premier lieu dans le domaine de l'éducation et de la formation par l'Office, donc l'Office de formation professionnelle et de promotion de travail, l'OFPPT, depuis 2010, dans la formation des techniciens spécialisés. Aujourd'hui, le module soft skills, donc là, est intégré à l'université, donc depuis la dernière réforme. Alors, maintenant, on passe à plus de détails au niveau des états de lieu dans le contexte marocain. La formation initiale des enseignants, à savoir donc les licences au niveau des universités, sont caractérisées par une forte dominance de savoir disciplinaire. Donc les soft skills sont peu explicités, surtout avant la dernière réforme, et la présence implicite via les stages et quelques modules transversaux. Donc on avait l'enseignement des soft skills, mais d'une façon implicite. Par exemple, dans les modules de micro-enseignement et aussi dans les stages des étudiants, surtout des écoles normales supérieures de la FSE et les écoles supérieures de l'éducation et de la formation qui bénéficient d'un stage pratique au sein des établissements. Pour la formation qualifiante, donc concernant la formation qualifiante, on a l'absence d'un module explicite intitulé Soft Skills, mais il y a un module optionnel, c'est l'analyse des pratiques professionnelles, où on intègre donc des techniques comme l'autoscopie et l'analyse des pratiques. Et il y a bien sûr les soft skills de manière implicite. Concernant la formation continue, déjà selon donc des recherches que nous avons fait concernant la formation continue, la plupart des enseignants ne bénéficient pas de formation continue. Alors on a le manque d'encadrement post-affectation, le manque de structuration et bien sûr les soft skills ne sont pas au centre de la plupart des formations. Donc, les enjeux et les limites. On peut déduire que l'absence de référentiel national concernant les soft skills et aussi les réformes. Donc, le module soft skills qui était intégré de façon explicite est changé par d'autres modules comme le développement personnel. Ces modules sont des modules complémentaires qui n'occupent pas vraiment donc un grand volume horaire. Alors, on a déjà la charge des programmes de formation initiale, surtout, et la dominance donc des savoirs disciplinaires, toujours. Le besoin de formateurs spécialisés, donc l'université marocaine a formé donc des spécialistes en soft skills, et déjà mais bien sûr, on n'a pas un diplôme intitulé soft skills. Donc, pour le recrutement, on privilégie les profils donc qui sont diplômés en communication, en sciences de l'éducation, en gestion des ressources humaines, par exemple. Et bien sûr, on a la résistance de certains enseignants et la résistance générale donc, qui refusent l'intégration de ces modules et qui sont donc toujours fidèles au savoir disciplinaire. Et on a bien sûr une rareté des initiatives. Là, on évoque la formation continue, parce que les organismes, rarement où on trouve des formations continues par des associations, par des instituts qui s'intéressent aux soft skills. Alors, les perspectives que nous proposerons, c'est l'intégration et le renforcement de modules dédiés. Donc des modules, des enseignements transversaux qui sont déjà là, mais qui nécessitent plus de renforcement et un volume horaire donc plus intéressant. Ensuite, l'importance des pédagogies actives. Bien que donc il n'y a pas des modules, on va dire explicites, mais grâce aux pédagogies actives, on peut implicitement transmettre des soft skills. Et enfin, le point le plus important, c'est le mentorat, l'accompagnement réflexif, donc à travers des techniques comme l'autoscopie, qui consiste donc à filmer les actions, les pratiques, et faire
donc une auto-évaluation grâce à un regard extérieur en utilisant un outil donc d'enregistrement vidéo. Voilà. Alors, pour conclure, les soft skills sont essentiels pour réussir la mission d'enseignement. Bien sûr, les hard skills, les savoirs disciplinaires sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Les soft skills complètent, bien entendu, les savoirs disciplinaires. Pourquoi? Parce que pour un enseignant, il est obligatoire de gérer des relations humaines, des interactions avec les élèves. Donc, surtout aujourd'hui, la plupart des enseignants au Maroc se lamentent de manque de discipline, manque d'intérêt, manque de motivation. Et c'est le rôle des soft skills pour bien gérer les interactions en classe. L'intelligence émotionnelle et la communication s'avèrent les deux compétences les plus importantes pour les enseignants. Bien entendu, pour gérer donc les interactions, motiver les élèves et réussir les activités pédagogiques. Et enfin, les soft skills donc représentent un levier stratégique pour la qualité éducative en général, parce que ce sont des compétences comportementales, donc là pour former aux valeurs, pour former un bon citoyen. Et bien sûr, la réussite de la formation des enseignants, la réussite de l'école, c'est la réussite de toute la société. Alors, je vous remercie infiniment pour cette occasion de présenter ma communication. Merci de votre attention. Je cède la parole à Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur Omar, pour cette communication qui met en évidence l'écart entre l'importance accordée aux soft skills dans les discours de formation et leur mobilisation effective dans les pratiques professionnelles. Vous avez ouvert une réflexion sur les perspectives importantes pour le renforcement de la professionnalisation des enseignants et l'amélioration de la qualité de la formation au Maroc. Je vous remercie. Alors, là, j'appelle, s'il vous plaît, les deux intervenants pour vérifier est-ce qu'ils sont là ou pas. Alors, j'appelle Monsieur Koulibaly Issoufou. Monsieur, est-ce que vous êtes là? Koulibaly Issoufou. Et Madame Mansouri Nouril Houda. Madame, est-ce que vous êtes là? Ben, apparemment, ils ne sont pas là. Bon, je vous remercie. Je remercie les deux intervenants pour la richesse et la complémentarité de leur communication. Nous allons maintenant ouvrir le temps pour des questions et des échanges. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent intervenir, je vous invite à lever la main via l'outil Lever la main de Google Meet et je vous donnerai la parole dans l'ordre des demandes. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser vos questions dans le chat. Merci. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui souhaitent poser des questions, vous pouvez soit écrire votre question via le chat ou bien lever votre main. Merci. Oui, il y a une question. Allez-y, monsieur. Alors, ma question s'adresse au dernier intervenant. Je souhaiterais qu'il revienne un peu sur la méthode de l'autoscopie, afin qu'il nous explique les précautions à prendre en termes d'éthique. Parce que là, il parle de l'enregistrement, l'auto-enregistrement, est-ce dans une salle informatique, est-ce en individuel à la maison? Cette fois-ci, comment garantit-il la fiabilité de l'enregistrement? Effectivement, je bats en brèche la génération par IA, mais plutôt je mets en exergue ici d'autres outils comme les lunettes connectées, etc. Comment est-ce qu'on peut vérifier la fiabilité de ce qui aura été dit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, là peut-être on voit des limites à cette méthode-là. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Déjà, sur
euh, l'éthique, sur la loi du RGPD et puis aussi sur la fiabilité de ce qui aura été dit pendant l'enregistrement. Oui, est-ce que je peux répondre, Madame la Présidente? Oui, monsieur Omar, bien sûr, Oui, allez-y. alors, la question concerne l'éthique de la technique de l'autoscopie. Et notre collègue évoque bien sûr l'intelligence artificielle et la fiabilité du contenu enregistré. Alors, concernant l'autoscopie, dans le contexte marocain, j'ai déjà effectué des recherches. Les grandes limites de l'autoscopie actuellement, c'est pas bien sûr donc l'intelligence artificielle, la fiabilité, mais on a une grande résistance des enseignants qui refusent d'être filmés. Surtout la technique de l'hétéroscopie, parce qu'on a fait un atelier d'autoscopie hétéroscopie, c'est-à-dire le candidat, l'enseignant acteur est filmé par vidéo. Et la vidéo a été projetée et au total, au niveau de la salle, on avait 9, donc y compris l'acteur lui-même. Alors, la plupart refusent d'être vus par les autres. Donc là, ils refusent déjà l'idée de l'hétéroscopie. Là, d'une part. Donc, la limite. Deuxièmement, dans une autre recherche, donc j'ai essayé de faire des entretiens d'autoconfrontation avec des activités filmées. Et le problème était les autorisations aussi. Donc, on a un vide juridique parce que donc les droits de l'image, les gens bien sûr, ils ont le droit de refuser. Bien que au début, on a les règlements intérieurs des établissements, on signe donc un acte d'engagement pour accepter le partage des vidéos et bien sûr pour le rayonnement des activités pédagogiques. On peut trouver dans les pages officielles des écoles, des directions provinciales, des académies régionales d'éducation et de la formation, donc des vidéos, des photos partagées, des activités pédagogiques. Mais il y a toujours la résistance. Alors, concernant bien entendu la fiabilité, je pense que actuellement, on peut donc vérifier si c'est de l'intelligence artificielle, surtout lorsque c'est généré par des débutants ou bien des plateformes, ou des chatbots qui sont version gratuite. Euh, la plupart des vidéos, c'est facile de les détecter. Mais avec des versions payantes, c'est difficile donc de distinguer entre une vidéo générée par l'intelligence artificielle et une vidéo réelle. Des fois, je me suis trompé même dans des vidéos sur Facebook. Je pensais que c'est réel, mais il s'est avéré que juste de l'intelligence artificielle. Là, c'est un débat vers l'avenir. Et je pense qu'il y aura des détecteurs de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Mais à ce stade-là, actuellement, on a le problème de résistance. Déjà, les professeurs refusent donc le fait d'être filmé. Là, d'une part. D'autre part, s'il y a quelqu'un qui peut générer une activité pédagogique via l'intelligence artificielle, c'est déjà un point de plus, à mon avis. Donc, si on a cet intérêt, et je pense, surtout, on a des phénomènes de l'alternance codique. La plupart des classes au Maroc, les classes de français, on a le phénomène de l'alternance codique. Rare où on va trouver des activités pédagogiques 100% en français. Il y a toujours l'intégration de l'arabe, l'arabe marocain précisément, l'arabe dialectal, le derija, ou même des fois l'arabe, je vais dire l'arabe classique, voilà, pour donner des traductions. Et même dans des régions amazirophones, donc la langue maternelle pour ces gens-là, c'est la langue amazigh, avec ses variétés. On trouve l'intégration donc des mots, soit en terrifite, ça dépend donc de la région. Et surtout dans les écoles primaires, ce phénomène-là. Si l'intelligence artificielle réussit à intégrer ces éléments avec ces détails, bon, c'est déjà un point de plus à mon avis. Et je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, chers collègues. Je vous en prie, chers collègues. Merci. Oui, s'il y a d'autres questions. Alors, si vous permettez, Madame la Présidente, je veux adresser quelques recommandations au comité d'organisation. C'est pas une question, s'il y a la possibilité. Oui, Monsieur Omar, allez-y. Oui. Donc, chers organisateurs, une petite recommandation concernant donc, la communication ou bien l'affirmation de l'acceptation des communications. Parce que au niveau du formulaire, je pense que c'est la cause de l'absence des deux collègues au niveau de ce panel. Au niveau du formulaire, il est demandé de bien vérifier l'adresse mail parce que c'est le seul moyen de communication. Mais on n'avait pas reçu des mails de confirmation et seuls donc les gens qui suivent la page Facebook du réseau et qui ont pu donc reconnaître la progression et le programme du colloque. Alors, pour les éditions prochaines, Inch'Allah, pour les éditions prochaines, j'aimerais bien que vous enverrez donc par mail. Et merci infiniment. Merci pour tous vos efforts pour la réussite de cette manifestation scientifique. Merci infiniment. Oui, monsieur, vous voulez réagir? Allez-y. Oui, je vais réagir à la question, à l'observation du docteur. Justement, nous avons l'habitude d'échanger, tout ce qu'on fait, c'est comme ça que ça se passe pour ceux qui participent à nos manifestations. Mais cette fois-ci, étant donné que le colloque a été organisé dans un temps relativement court, on s'est dit on ne va pas se donner trop plus de travail. En même temps, on s'est dit qu'il fallait que les collègues suivent la page, suivent le Digipad, parce que le Digipad, on l'a dit, que toutes les informations seront mises à jour. Voilà, donc lorsqu'on s'inscrit à un colloque, un engagement, on sait que le temps est court, effectivement, on jette un coup d'œil sur les différentes plateformes. Moi, j'ai participé à un colloque à Nantes où c'est quelques semaines avant. Et le programme a été publié un mois avant. Moi, je n'ai pas su. Je n'ai pas reçu par mail parce que le mail était logé dans les spams. C'est en naviguant sur le site internet de l'université que je vois que le programme a été diffusé. Donc, lorsqu'on est chercheur, on s'engage comme ceci. On doit faire du benchmarking, être vigilant à toutes les différentes plateformes. Voilà, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un droit de réponse, mais c'est pour dire que voilà, parfois il faut être aussi réactif. Merci. D'accord. Ok. D'accord, bon, il n'y a pas de... Oui, monsieur Paul, vous voulez intervenir? Allez-y. D'accord, merci Madame la modératrice. Bon, je voudrais que le docteur Kofi Lopez revienne sur un aspect de sa communication. Il s'agit de la méthode analytique. Donc, j'ai cru comprendre qu'il ferait recours à la méthode analytique. Bon, est-ce qu'il pourrait revenir un peu dessus pour nous expliquer comment il a utilisé la méthode analytique pour mener à bien son étude? D'accord, ok. Donc, je vous remercie, Dr. Binou, pour votre question. Ok, bon. Donc, en fait, la question, vous parlez de la démarche.
la démarche, c'est-à-dire la méthode employée pour... OK. Mais pour mieux répondre à cette question, je crois que je vais revenir sur quelques aspects, hein, quelques aspects de cette communication-là. Donc, le titre de ma communication, c'est éthique et déontologie du métier d'enseignant. Et quand on parle de éthique et déontologie, on parle de règles, on parle des principes qui régissent un métier. Et dans tout métier, il y a des principes, des règles, des lois, il y a des codes, hein, à pouvoir respecter. Et dans le métier d'enseignant également, il y a un certain nombre de dispositions à pouvoir respecter. Et j'ai commencé ma communication en signifiant, hein, c'est-à-dire c'est une communication en 3 parties. La première partie porte sur la présentation du métier d'enseignant. La seconde partie sur les droits et les obligations de la fonction enseignante. Et la troisième partie sur l'éthique professionnelle. Et j'ai dit que c'est un sujet qui se situe dans le champ conceptuel de la philosophie de l'éducation. Et là, nous sommes en philosophie. Et la philosophie de l'éducation, bon, il y a certains qui ne savent pas, mais c'est un champ de connaissances qui se base ou bien utilise les approches des systèmes philosophiques pour comprendre et puis résoudre les problèmes éducatifs. Donc, quand nous sommes dans l'éducation, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des insuffisances, et la philosophie de l'éducation comme science va se donner comme objet d'utiliser les approches, d'utiliser les systèmes philosophiques là, pour donc comprendre, résoudre, apporter des solutions à toutes ces difficultés auxquelles le secteur de l'éducation se trouve confronté. Quand on analyse donc la philosophie de l'éducation, c'est une science, et l'objet de cette science-là, c'est quoi? C'est la réflexion éthique. C'est l'éthique ici entendue comme la science de la morale des mœurs, la disposition à agir suivant la vertu. Et avec l'éthique, il s'agit d'orienter le politique dans ses prises de décision en matière d'éducation et de formation. Donc, l'un des objets ou bien des objectifs, l'une des missions fondamentales de la philosophie de l'éducation, c'est non seulement participer au développement de l'esprit critique, du sens des valeurs sociales, mais aussi orienter le politique dans ses prises de décision. Et la philosophie de l'éducation va s'intéresser à de nombreuses, va s'intéresser à de nombreux sujets. Et parmi ces sujets-là, nous avons, j'ai indiqué tantôt, la citoyenneté, les droits de l'homme, l'environnement, mais il y a aussi l'éthique environnementale. Et nous avons choisi donc de parler de l'éthique environnementale en nous appuyant, je veux dire en utilisant ou bien en ayant recours à la méthode analytique. Bon, vous allez voir que dans la plupart de mes travaux, c'est cette méthode-là que j'utilise, la méthode analytique, parce que puisque nous sommes en philosophie. Nous sommes en philosophie. Et donc, en philosophie, c'est, je veux dire, je ne dis pas tout, hein, mais la majeure partie, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, moi, mes travaux là, ce sont des études purement théoriques. Ce sont des études théoriques. Et pas plus tard, je viens de finir un article qui parle d'intégration, sens et enjeux de l'éducation à l'intégration africaine. Et dans cet article même que j'ai transmis même, je crois, ce matin, c'est également la méthode analytique que j'ai utilisée. Donc, la méthode analytique, vous allez trouver cette méthode-là chez Alain Trouvé. Donc, c'est une méthode qui est critique, c'est une méthode qui est réflexive, c'est une méthode qui est discursive, c'est une méthode qui est, comment on dirait, analytique. C'est-à-dire, c'est cette méthode-là qui va s'appuyer sur, ou bien du moins, qui va prendre comme point de départ des faits, analyser ces faits-là pour tirer des conclusions. Et donc ici, bon, je n'ai pas eu le temps de présenter le contexte vu le truc, mais ici, je pars d'un constat. Nous sommes dans l'administration, nous sommes dans le système éducatif et je veux dire, moi, en tant qu'enseignant de l'école normale supérieure,
nous recevons, dans la plupart du cas, des étudiants qu'on va former pour le secteur public. Mais avant leur entrée dans le secteur public, il faudrait qu'ils puissent être sensibilisés aux obligations de ce secteur-là. Parce que nous sommes dans la société, et dans la société, il y a des règles de conduite, il y a des dispositions, il y a des lois, il y a une certaine réglementation, il y a des statuts qu'il convient de ne pas ignorer sous peine donc de sanctions. Et donc, l'intérêt de parler des questions d'éthique et l'intérêt de parler de déontologie, et là, je l'ai indiqué, c'est-à-dire pourquoi est-ce que réfléchir sur un tel sujet. Et j'ai donné plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est la faillite du sens moral. Notre société, on voit qu'il y a une crise de l'humain, on voit qu'il y a la dépravation des mœurs, on voit qu'il y a une certaine, il y a une crise de l'humain qui caractérise notre société. Et donc, la question de l'éthique, là, ça devient une question qui est cruciale, une question importante pour faire face donc, à cette situation où on assiste donc à la fracture du sens, à la fracture de l'humain, etc. Donc, la deuxième raison, c'est que dans tout métier, il y a des droits, il y a des obligations qu'il convient de pouvoir connaître pour ne pas donc enfreindre aux règles. Donc, pour répondre à votre question et pour ne pas être trop long, donc je veux dire, la philosophie, voilà, cette étude-là, c'est une étude théorique qui se base sur des faits, et les faits, ça part des constats, et c'est que dans nos administrations, quand vous partez faire un tour, vous allez voir qu'il y a des conflits, il y a des sanctions, il y a des situations qui se produisent par méconnaissance des tests. Et donc, l'objectif de cette communication-là, c'est de dire à tout, je veux dire, c'est-à-dire c'est d'attirer l'attention, hein, c'est de montrer, ou bien du moins de faire savoir, voilà, c'est ce que je fais, faire savoir que quand nous sommes dans l'administration, il y a Denis qui vient de soutenir sera recruté, et donc, lorsqu'il est recruté, il faudrait qu'il sache que il y a des obligations en tant qu'enseignant. Et l'une des obligations, là, c'est l'obligation d'assurer le service. Donc, le fonctionnaire a le devoir de se consacrer personnellement à la fonction pour laquelle il a été recruté et doit le faire d'une manière régulière et puis continue. Donc, il doit être physiquement présent à son poste de travail pendant la totalité des heures de service et consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont dévolues. Bon, je veux dire que la volonté, est-ce que je peux dire ça comme ça? C'est-à-dire que j'ai voulu communiquer sur ce sujet-là parce que je regardais le journal et j'ai vu qu'au Gabon, le président a effectué une visite, je crois, inopinée. Et à la suite de cette visite-là, il a constaté que, en tout cas, le cabinet, il y avait au niveau du cabinet, il y avait beaucoup d'absents. Et à la suite de cela, il a pris un décret pour licencier tous les membres du cabinet. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Donc, je ne souhaiterais pas modifier la parole trop long. Donc, Dr Bini, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, c'était un peu ce... Voilà. Ok, je crois que vous avez la main levée. Madame la modératrice. Oui, monsieur Paul. Voilà. Oui, J'ai répondu à ça. la main de monsieur Paul qui est levée. Oui, monsieur Paul. D'accord, ok. Merci, madame la modératrice. Merci, docteur Kofi. Vraiment, c'est bien noté, c'est bien cerné. Mais je voudrais avoir votre avis sur un sujet aujourd'hui auquel nous sommes confrontés dans l'enseignement supérieur. Donc, il faut dire que les enseignants, les titulaires au poste, qui sont très souvent absents et qui laissent les cours aux doctorants, qui laissent les doctorants faire les cours. Donc, vous, en tant que formateur des enseignants et philosophes qui s'intéressent à l'éthique et à la déontologie dans l'enseignement, donc, quel regard vous portez sur cette problématique à laquelle l'on est confronté, nos universités sont confrontées aujourd'hui Ok. Bon, je crois que j'ai un peu répondu à la question. C'est, comme je le disais tantôt, je veux dire, ce sont des pratiques, hein, ce sont des pratiques, mais est-ce que ces pratiques-là sont éthiques? Est-ce que ces pratiques-là sont pas valorisées? Puisque, effectivement, on constate que dans nos universités, dans nos administrations, dans nos écoles, que certains enseignants
préfèrent s'absenter et confier donc leurs cours soit aux doctorants, mais je veux dire que ce sont des pratiques. Comme je dis, le fonctionnaire, et notamment l'enseignant, il a le devoir de se consacrer personnellement à la fonction pour laquelle il a été recruté et doit le faire d'une manière régulière et puis continue. Mais à cette question-là, il y a aussi l'obligation d'obéissance hiérarchique. Je crois que je n'en ai pas, j'ai pas eu le temps de développer. Bon, l'obligation d'obéissance hiérarchique. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de l'administration, même de l'enseignement ou bien des services, il y a une certaine organisation qui est basée sur le principe de la hiérarchie. Et dans l'exercice de son activité, le fonctionnaire ou bien l'enseignant, il est tenu de respecter scrupuleusement son supérieur en vertu de l'obligation hiérarchique. Bon, pour un doctorant, par exemple, qui a eu à faire une thèse, ou du moins qui a eu à être encadré par un enseignant de rang, est-ce que celui-ci, je veux dire, doit ou bien peut, voilà, je dirais ça comme ça, est-ce que celui-ci peut refuser de dispenser un cours à lui confier par son encadrant ou par le professeur, etc. Ouais, donc, il y a la question de l'obéissance hiérarchique qui intervient ici et qu'il faudrait prendre en compte. Normalement, hein, je veux dire, dans les principes, je veux dire, il faut respecter son supérieur. C'est-à-dire, il y a, on ne doit pas dire non. C'est-à-dire, la pratique du non ne doit intervenir que lorsque, je veux dire, lorsque l'autre est entaché d'une irrégularité, lorsque l'ordre donné est illégal. Moi, mon opinion personnelle, c'est que l'enseignant, normalement, doit assurer ses cours. Mais dans une perspective de formation ou dans une perspective de permettre à celui qui suit de pouvoir bénéficier d'une certaine expérience, de lui confier un certain nombre de cours, mais que l'exception ne devienne pas la règle. Bon, c'est ce que je peux, ça c'est mon avis personnel. Ça c'est mon avis personnel, c'est-à-dire l'enseignant, en tant qu'enseignant, peut décider d'attribuer ou bien du moins de laisser celui qui l'encadre effectuer des cours pour essayer mais que cela ne se transforme pas, je veux dire. Ok, bon, je vois que vous avez toujours la main levée, Oui, le président oui, également la main levée. Bon. oui, d'accord, docteur. Ben, à ce sujet-là, moi, Oui, j'aimerais savoir, est-ce que lorsqu'il est absent et qu'il oui, laisse le doctorant faire le cours, est-ce qu'il oui. s'assure vraiment que le doctorant est bien formé? Est-ce qu'il a vraiment suivi la ligne de conduite qu'il a éditée? Bon, là, Oui, bon, nous tous, comme je donc, dis, est-ce qu'il ne avant, serait pas présent et il ne serait pas intéressant qu'il soit là non, et non, suivre en non, même temps le cours avec le doctorant? je veux dire que nous-mêmes, nous tous, avant d'être recrutés, on a eu à assurer des enseignements pour des enseignants, pour nos maîtres. On a eu à assurer des enseignements, mais comme je dis, avant de faire l'enseignement, ça se prépare. Ça se prépare, ça se discute, c'est-à-dire que c'est le cours de l'enseignant que vous venez exécuter. Et donc, ce n'est pas votre cours que vous m'envoyez, mais c'est-à-dire il vous donne un cours que vous venez exécuter avec des objectifs, donc le cours est déjà fait et il vous met le cours à votre disposition, vous lisez le cours. Si vous avez des appréhensions, bien si vous avez des choses, vous vous référez à l'enseignant qui vous explique. Donc, ça veut dire que vous préparez le cours avant de venir le dispenser. Moi, j'ai même des cours, ce samedi même, j'ai un cours de méthodologie de la recherche que j'exécute pour le professeur Nebou, mais je veux dire que c'est son cours. Mais avant d'exécuter ce cours-là, on a eu véritablement à le préparer. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je me réfère à elle. Elle m'explique, et bon, je crois que tout ceci, si un enseignant vous confie un cours, c'est peut-être parce qu'il a confiance en vous. Mais comme je dis, des fois, est-ce que de façon éthique, cela devrait être accepté? Est-ce que, parce que quand on parle de l'éthique, c'est la science de la morale des mœurs, c'est la disposition à agir selon la vertu. Donc, ça, ce sont des questions, vous savez, les questions d'éthique, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou bien par non, parce que ça fait appel au jugement et ça va demander à réfléchir de la bonne attitude à adopter dans une situation. Ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas la morale. Quand on parle de la morale, c'est un ensemble impératif catégorique. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. La morale se réfère à un certain nombre de principes
et invite l'individu à s'interdire le mal et puis à s'imposer. Mais ce qui n'est pas le cas de l'éthique, qui va faire appel au jugement, qui va faire appel à la réflexion, qui va faire appel au débat. Et par rapport à cela, on va juger de la bonne attitude à adopter dans une situation. C'est ce que je souhaiterais répondre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon. Je vois que le président a la main levée également. Oui, président, je suis là. Oui, il y Madame a la une main présidente. qui est levée. Oui, monsieur, vous pouvez intervenir. Alors, voilà, je reviens sur la question qui est posée à Dr Lopez, Oui. qui est très intéressante. Je suis d'accord que dans la pratique ou bien dans la norme, c'est l'enseignant qui fournit le support de cours à son étudiant. Et aussi, je constate ce qu'a dit le docteur, que lorsque un enseignant vous confie un cours, c'est parce qu'il vous fait confiance, c'est un début, c'est un apprentissage, learning by doing. Donc, on apprend en faisant et en commettant des erreurs, parce que la pratique vient aussi de tout cela. On ne peut pas être en même temps étudiant et avoir la pleine maîtrise de tous les concepts, je vais dire doctorant, mais du moins, on a une certaine maîtrise que l'enseignant pense suffisante pour pouvoir assurer le cours. Sauf que dans la pratique, je suis totalement un peu hors sujet parce que il s'agit là généralement des enseignants qui ne veulent pas travailler et qui confient les cours pour aller assurer d'autres cours dans d'autres universités, dans d'autres pays pour se faire de l'argent. Il faut donc comprendre ici que moi, je pense que la pratique n'est pas saine, en fait. La pratique n'est pas saine du moment où, dans d'autres pays, le doctorant qui a su ces cours a su des TD. Ce ne sont pas des cours qui sont confiés par l'enseignant. Bien évidemment, l'enseignant ou l'encadrant peut proposer, mais l'étudiant, il est recruté. Il est pleinement recruté comme un chargé de TD, comme un attaché temporaire d'enseignement et de recherche qui assure des TD et qui ne peut aucunement assurer dans ce contexte des CM. C'est-à-dire qu'en réalité, le contexte, il est déréglé parce qu'on se retrouve avec des étudiants, comme le disait le docteur Béni, qui assurent des CM, les cours magistraux qui demandent, qui supposent une pleine maîtrise, qui supposent un cours où on fournit le contenu, en lieu et place des enseignants, alors que normalement, il ne devrait que assurer des travaux dirigés en lien avec ces CM, et donc des travaux qui ont au préalable été, des TD qui ont au préalable été fournis, corrigés à l'appui par l'enseignant. Donc, le docteur Lopez, il est dans une sorte de positionnement de la normalité, alors que effectivement, il a le droit de réserve, il a le droit d'être correct dans sa prise de position parce qu'il est enseignant d'école normale, mais convenons ensemble que dans la pratique, c'est plutôt ce n'est pas ça. La pratique n'est pas du tout bonne dans le contexte africain. Parce que on se refuse tout contrat à l'étudiant, on se refuse de céder une partie de son salaire à l'étudiant, on se refuse. L'étudiant est considéré comme le mal-aimé, comme l'étudiant, comme celui-là qu'on va exploiter effectivement pour au-delà même. Parce qu'en réalité, lorsqu'il vous confie les cours, peu sont ceux qui mettent en avant la dimension de la formation dans la pratique. Ils pensent plus à leur intérêt, ils pensent plus à comment est-ce qu'ils peuvent se creuser plus de temps pour faire autre chose. Et généralement, on se rendra compte que c'est l'étudiant qui se bat à être en même temps le maître et l'élève. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter de l'extérieur parce que, personnellement, n'étant pas enseignant d'université africaine, je me permets une certaine liberté. Voilà. Merci beaucoup, président. En tout cas, vous avez tout dit, hein, c'est ce à quoi on assiste dans nos universités. Effectivement, ce sont des pratiques qui sont déplorables, mais bon, comme je dis, c'est un système et c'est pas toujours facile de combattre un système, mais comme je dis, c'est l'occasion, pendant ces colloques, ces moments d'échange-là, de pouvoir en parler
puis pour éveiller les consciences, pour s'inscrire dans une sorte de normalité, parce que aussi c'est notre rôle de conscientiser, d'appeler. Effectivement, merci pour votre contribution qui est vraiment très riche et j'ai pris beaucoup de notes. Je crois qu'ensemble, ça ouvre en même temps des pistes de réflexion sur ces questions-là qui sont, à mon sens, essentielles. OK, merci beaucoup, Président. Oui, Monsieur Omar, vous voulez intervenir? Vous avez la parole, allez-y. Oui, merci Madame la modératrice, merci docteur, chers collègues. Alors, je veux uniquement exprimer donc mon avis à propos des cours animés par les doctorants et je veux partager avec vous l'expérience au Maroc. Ça fait, je pense, maintenant 3 ans, on a un nouveau système de doctorants moniteurs. Donc, ce sont des doctorants, bien sûr, qui sont non salariés et qui ont une bourse intéressante, presque 700 euros mensuels. Et là, les doctorants moniteurs plutôt sont donc mieux intégrés dans la formation et dans l'enseignement au supérieur par rapport aux autres doctorants vacataires qui sont en général des fonctionnaires, soit des enseignants au secondaire, au primaire, ou bien donc des salariés dans d'autres secteurs. La réalité, vraiment, ça dépend des cours. Dans le contexte marocain, parce que j'ai déjà vécu l'expérience, on avait donc des modules avec un guide. Le travail est facile, on est encadré et ça dépend aussi de votre. Donc c'est personnel, il y a de subjectivité. Ça dépend donc de votre relation avec les collègues, avec les docteurs, les maîtres de conférences et les professeurs de l'enseignement supérieur qui pratiquent déjà. Personnellement, pour des cours, donc j'ai reçu le guide, des orientations, des recommandations même, mais des fois, j'avais une expérience assez floue. J'étais donc seul, il n'y a pas d'orientation et le doctorant, là, il improvise et il doit se débrouiller par sa propre expérience. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un cours nouvellement intégré dans la formation, même les références, les ressources sont rares. On ne trouve rien, soit sur Internet, soit avec les autres collègues. Et vraiment, il faut penser toujours au référentiel et à l'accompagnement. Donc, ce sont deux critères pour réussir le travail, surtout pour un doctorant qui est en formation, parce que pour un doctorant, bien sûr, ces cours-là font partie de sa formation afin d'intégrer l'enseignement supérieur au futur. Alors, donc, j'aimerais bien, j'aimerais uniquement partager cette expérience et je pense on a des points communs avec nos confrères en Afrique, donc en Côte d'Ivoire et même dans les autres pays africains. Alors, je vous remercie et merci. OK, merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Omar, pour votre intervention. Oui, il y a une autre question? Alors, merci encore à l'ensemble des intervenants, il y a eu 2, pour la qualité et la richesse de leur communication, ainsi qu'à vous, cher public, pour votre participation attentive et vos questions pertinentes. Oui, oui, Monsieur Omar, je vois que vous êtes en train de lever votre main. Vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur Omar? Merci, merci. Non, c'est juste par erreur. Oui. J'ai terminé mon intervention. Je Merci. remercie, donc je tiens à remercier les organisateurs et je vous souhaite tous et toutes donc bonne continuation. Espérons avoir d'autres opportunités avec le réseau. Merci infiniment. Merci, Monsieur Omar. Alors, nous arrivons à la fin de ce panel. Je vous informe que le panel 3
débutera à 13 heures. Nous vous invitons à prendre le temps de vous reconnecter et de rejoindre la prochaine session à l'heure indiquée afin de ne rien manquer. Alors d'ici là, je vous souhaite un bon moment de pause et nous nous retrouverons à 13 heures pour la suite du colloque. Merci beaucoup. Ok. Merci. Alors, merci. Donc, on va couper l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Je vous remercie. Malheureusement, on a eu deux absents. Oh, On ouais. a même la modératrice. Mais pourtant, on qui n'a pas avait- organisé une réunion pour préparer. Je On a- crois qu'ils étaient à la réunion. On a même la docteure Oumaima qui avait une communication, mais voilà qu'on a des absents. Donc, je ne sais pas. On a encore 30 minutes. Peut-être la docteure qui avait, peut-être n'a pas préparé son PowerPoint. Peut-être elle a les idées de ce qu'elle avait à nous dire. Si elle peut partager avec nous ces idées-là, on peut laisser quelques minutes parce qu'on a encore une vingtaine de minutes là avant la pause. Oui, je vous Est-ce que- remercie. C'est déplorable, mais je rappelle déjà que ceux qui sont absents, franchement, c'est pas une bonne pratique et on est obligé de les, comme on s'est dit, les ficher. Ficher, bon, c'est pour rigoler. Donc, docteur, désolé de vous prendre comme ça. Est-ce que vous avez, désolé, je reprends la main parce que j'ai discuté avec le SG, il m'a donné la permission de reprendre la main pour vous permettre peut-être vous êtes là, on a deux absents, vous avez été là, donc est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport je vais chercher là au niveau de mon bureau, au PC, pour voir la présentation, est-ce qu'elle est prête. En attendant, je vais donner la parole à monsieur Omar Magan, il est en train de lever sa main. Oui, oui monsieur. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, merci pour les présentations. Donc, j'aimerais donc poser une question à l'endroit des organisateurs. Donc, donc, je voudrais savoir, est-ce qu'à l'avenir, donc, on ne peut pas donc intégrer dans les communications d'autres langues comme l'espagnol, le portugais, donc voilà, pour les communications, et si on peut aussi toucher à tous les domaines des sciences. Donc, merci. Je crois que c'est une Oui, question pour on peut répondre. Oui, Madame la vas-y, modératrice, je peux répondre? Oui, bien sûr, allez-y, monsieur. D'accord, ok, merci, monsieur Oumar Magané, si j'ai bien prononcé. Voilà, je suis Bini Paul, secrétaire général du réseau, du RCAC. Nous acceptons les différentes langues, voilà, puisque ce sont des langues qui sont apprises aussi, qui sont parlées, du moins en Afrique, et le réseau s'intéresse à tout ce qui est recherche scientifique en Afrique. Donc, toutes ces langues sont acceptées. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous aurons une communication en anglais. Pour l'instant, qui sera présentée, je pense, dans le quatrième panel, si je ne me trompe pas. Dans le quatrième panel, donc, vous pouvez soumettre votre communication et tout. On a aussi les revues partenaires comme la revue Hybride aussi, qui publie en espagnol, en anglais et puis aussi en français. Donc, pour dire que nous acceptons toutes sortes de langues en lien avec la recherche en Afrique, surtout. Merci, monsieur Bini. Donc, c'est Oumar Mangan. Je ne me suis pas présenté, c'est Dr Oumar Mangan, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord, ok. Et je voudrais aussi, s'il y a des conditions intégrées dans ce réseau-là, vraiment. Merci beaucoup. D'accord, ok, merci. D'accord, donc, madame la modératrice, je vous redonne. Oui, monsieur, vous me donnez, s'il vous plaît, 2 minutes? D'accord, ok. Donc, ok, allez-y. Merci. Pour tous ceux qui sont là, qui voudraient en savoir plus sur le réseau, donc il s'agit du réseau des chercheurs de l'Afrique contemporaine qui organise ce colloque. C'est la 2e édition. Nous avons eu une première édition
en 2023 qui s'est tenu les 28 et 29 avril et 7, 8 et 9 mai 2023 en ligne. Donc, il s'agissait de parler des défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition qui se tiendra tout au long de cette journée. Donc là, nous sommes à la première phase matinale. Le réseau est un réseau international qui accepte tout le monde, je peux dire comme ça. Le réseau accepte tout le monde. Et pour s'inscrire au réseau, voilà, tout à l'heure, je mettrai à votre disposition quelques liens dans le chat. Et aussi, vous pourrez visiter le Digipad, dont le lien a été déjà mis dans le chat pour découvrir les projets du réseau. Madame la modératrice, si vous êtes prête, vous me dites pour que je vous cède la parole. Levez juste la main pour que je vous cède la parole. Donc, le réseau porteur de plusieurs projets. Donc, pour postuler aussi à ces projets-là, plusieurs projets, pour prendre part à ces projets, vous pouvez assister aux quelques activités du réseau. Donc, pour prendre part à certains prix que décerne le réseau, il faudrait être membre. Et à cet effet, le réseau décerne des prix et 5 prix qu'on a dénommés les prix RESA Afrique. Donc, le prix de la meilleure thèse de l'année, une thèse soutenue, le prix du meilleur projet de thèse de l'année, c'est-à-dire ma thèse en 5 minutes, présenté par des doctorants ou des docteurs qui ont récemment soutenu. Et il y a le meilleur article aussi de l'année, le meilleur ouvrage scientifique de l'année, le meilleur ouvrage non scientifique de l'année. Et ce sont des prix décernés par le réseau grâce aux contributions des différents membres du réseau. C'est-à-dire, pour être membre du réseau, il faut s'acquitter d'un droit d'adhésion qui est de 5 000 francs pour les étudiants et 10 000 francs pour les autres catégories. Donc, une cotisation mensuelle s'accompagne, cotisation annuelle du moins, s'accompagne, c'est-à-dire 10 000 francs pour les étudiants et 15 000 francs pour les autres catégories, incluant les chercheurs. Donc, vous aurez quelques informations dans le chat. Voilà, je pense que... Donc, ce colloque aussi sera diffusé en ligne, c'est-à-dire sur notre plateforme YouTube et aussi sur Facebook. Donc, le premier colloque a été diffusé sur YouTube, dont le lien est présent dans le chat. Et ce colloque sera publié aussi sur toujours la même page YouTube du réseau. Donc, c'est dénommé R4 officiel. Donc, vous pouvez suivre aussi ces différentes pages. On a la page du réseau qui est dénommée, la page Facebook du réseau qui est dénommée Colloque et appel à contribution, que vous pouvez aussi suivre. Donc, nous sommes au deuxième panel. Madame la modératrice, c'est bon? Je peux vous céder la parole? Oui, oui, merci. OK. Donc, nous sommes au deuxième panel. Et dans la continuité de ce deuxième panel-là, je cède la parole à la modératrice de ce panel, Madame Oumaïma El Hashmit. Je vous remercie infiniment. Alors, est-ce que là, vous arrivez à voir? Oui, c'est visible. C'est visible en plein écran? Oui. Oui. Alors, je vous remercie infiniment pour l'occasion accordée de présenter ma communication intitulée « Articulation entre compétences disciplinaires et langue française dans l'évaluation des disciplines non linguistiques, conception d'un dispositif de formation numérique en contexte marocain ». Alors, le plan de cette présentation se présente comme suite. Je vais commencer par présenter le contexte et les constats de notre recherche, puis les questions de recherche et la problématique, l'objectif de notre recherche,
la méthodologie qu'on a poursuivie, on s'est basé, sur laquelle nous sommes basés, conception de notre dispositif de formation, les résultats de notre recherche vont finir par une conclusion. Alors, depuis quelques années, le Maroc s'est engagé dans une série de réformes éducatives majeures, plaçant la qualité des apprentissages au cœur de ses priorités. L'une de ces réformes notables était l'adoption du français comme langue d'enseignement des disciplines non linguistiques. Alors là, je fais référence aux mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Alors, cette transition linguistique dans un contexte où le français n'est ni la langue maternelle, ni la langue de scolarisation initiale pour la majorité des élèves marocains, alors cela pose des défis importants en matière de compréhension, d'enseignement, mais surtout d'évaluation. Alors, dans ce sens, alors, évaluer dans une langue étrangère complexifie l'accès au sens, d'autant plus que les élèves, d'autant plus pour les élèves que pour les enseignants. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il est important de revoir les pratiques évaluatives qui sont malheureusement centrées sur les contenus disciplinaires sans réelle prise en compte des difficultés langagières des élèves. Alors, à partir de ce constat, notre recherche s'est développée. Elle interroge directement la formation des enseignants marocains et s'interroge, sont-ils préparés à intégrer ces doubles dimensions disciplinaires et linguistiques dans leur évaluation? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, bien sûr. Continuez, madame. Merci. Merci. Alors, l'objectif de notre recherche est tout d'abord d'identifier les besoins des enseignants en matière d'évaluation des disciplines non linguistiques. Il s'agit tout d'abord d'identifier leurs besoins réels concernant l'évaluation des disciplines non linguistiques dans un contexte de francisation de l'enseignement. Alors, à partir de cette analyse, nous avons élaboré un dispositif de formation fondé sur le modèle ADI. Il s'agit d'un modèle itératif qui permet de concevoir une ingénierie souple et évolutive où l'enjeu est également de favoriser chez les enseignants une posture réflexive sur leurs pratiques d'évaluation afin qu'ils puissent interroger leurs méthodes et mieux les adapter au profil de leurs élèves. Alors, plus largement, notre objectif est d'intégrer la dimension linguistique comme paramètre central de l'évaluation disciplinaire et de proposer une ingénierie de formation à la fois adaptative, contextualisée et directement transposable en classe. Alors, afin de vous présenter les résultats de notre travail, j'aimerais brièvement revenir sur la méthodologie adoptée dans cette recherche. Alors, tout d'abord, cette étude s'inscrit dans un paradigme épistémologique constructiviste, dans la mesure où nous considérons que le savoir se construit avec et par les acteurs du terrain, en l'occurrence ici les enseignants de disciplines non linguistiques. Alors, nous avons également opté pour une recherche-action associée, car en tant que chercheurs en didactique, nous ne sommes pas des enseignants de disciplines non linguistiques. Il fallait donc travailler en étroite collaboration avec les praticiens, en les impliquant activement dans toutes les étapes du processus. Alors, cette recherche s'appuie également sur une approche d'ingénierie de formation, et en l'occurrence, ici, nous avons le modèle ADI. Alors, ce qui concerne les étapes clés du processus, nous avons tout d'abord l'analyse des besoins. Nous avons fait une enquête exploratoire auprès d'enseignants expérimentés. Nous avons eu leur feedback par rapport à la formation, par rapport à leurs besoins. À la lumière de ces besoins-là, nous avons conçu un dispositif de formation se basant sur le modèle ADI. Nous avons testé le dispositif auprès de ces enseignants, puis nous avons affiné ce dispositif-là avant son déploiement à plus grande échelle auprès des CRNF.
Alors, il s'agit du modèle ADI, l'analyse, le design, le développement, l'implémentation et l'évaluation. Il s'agit du modèle sur lequel nous nous sommes basés pour concevoir notre dispositif de formation. Alors, tout d'abord, on a l'étape 1. Afin de concevoir notre dispositif de formation adapté, nous avons choisi ce modèle-là, qui est largement utilisé dans l'ingénierie de formation. Alors, la première étape, nous avons, c'était plus identifier tout ce qui est compétences, tout ce qui est objectif de la formation et prérequis. C'était en fait cette étape-là. La deuxième étape, c'était design. À partir des résultats de cette analyse, nous avons défini les approches didactiques les plus adaptées et conçu le programme de formation en veillant à ce qu'il soit pertinent, interactif et accessible. Pour l'étape développement, nous avons conçu tout le contenu pédagogique de manière personnalisée. Les capsules pédagogiques, nous avons filmé nous-mêmes dans les studios. Nous avons conçu également les modules qui ont été structurés avec des supports interactifs, des vidéos explicatives et des exercices pratiques, garantissant une formation engageante et efficace. Alors, je rappelle encore une fois que les capsules vidéo ont été spécialement réalisées pour cette formation. Nous avons filmé ces vidéos pédagogiques dans des studios professionnels afin de garantir une qualité optimale. Il y a eu, après chaque vidéo, des quiz intégrés aux capsules pédagogiques. Par la suite, il y a eu l'étape 4, l'implémentation. Alors, le dispositif a été implémenté sur la plateforme nationale FCPF.ma, qui est dédiée à la formation continue des professeurs du français et en français au Maroc. Alors, cette plateforme a permis de bénéficier d'un environnement numérique stable, structuré et adapté à la formation à distance pour assurer une accessibilité optimale à l'ensemble des participants. Et finalement, il y a eu l'étape évaluation et déploiement à plus grande échelle auprès des CRMF au Maroc. En ce qui concerne, alors nous avons pour les résultats, nous sommes basés sur le modèle Kirkpatrick pour la mesure des plus-values de la formation. Il y a 4 niveaux, le niveau réaction, apprentissage, transfert et résultat. Alors, pour le résultat du niveau 1, réaction des participants, alors les enseignants en formation ont souligné à plusieurs reprises la valeur ajoutée du format distanciel. Ils ont salué la fluidité du dispositif, la flexibilité des temps d'apprentissage et la variété des supports, vidéo, forum, quiz, devoirs corrigés, etc. Certains participants ont même exprimé le souhait que leur formation initiale dans les CRMF se fasse à distance, jugeant cette modalité moins contraignante, moins autonome et davantage adaptée à leur rythme d'apprentissage. Pour le niveau 2, apprentissage, la diffusion du dispositif de formation au sein des CRMF, alors je précise que CRMF, c'est le centre où les enseignants font leur formation initiale avant d'intégrer les lycées ou les collèges au Maroc, a permis de confirmer l'impact positif de l'approche proposée tant sur le plan des savoirs que des pratiques évaluatives, bien que certains réticences aient été exprimés au début du parcours, notamment par des enseignants qui déclaraient « Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre, pas de français. Je ne suis pas formé pour évaluer la langue. » Alors, des espaces d'échange, en particulier les forums de discussion, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des représentations. Ils ont constitué de véritables lieux de débat, de clarification et de construction collective de sens où les pairs ont pu exprimer, confronter et affiner leur point de vue. Pour le niveau 3, transfert des compétences en classe, les enseignants en stage, vu qu'ils n'ont pas encore fini leur formation initiale dans les CRMF, ayant pris part à la formation, ayant encore en phase de professionnalisation et n'ont pour la plupart pas encore été affectés de manière permanente dans un établissement scolaire, cette réalité contextuelle a naturellement limité les possibilités d'observer un transfert complet et durable dans des conditions d'enseignement régulières. Cependant, malgré ces contraintes, plusieurs éléments recueillis durant les sessions synchrones à distance, notamment les échanges sur les forums et lors des discussions en visioconférence, montrent que les enseignants en stage ont tout de même cherché à appliquer les apports de la formation dans la mesure du possible. Pour le dernier niveau, résultat, impact sur l'apprentissage des élèves. Alors, plusieurs stagiaires ont affirmé avoir mobilisé les apports de la formation dès que l'occasion s'est présentée, que ce soit lors d'un cours ponctuel, d'un stage d'observation ou à travers les échanges avec leurs formateurs.
Un engagement sincère envers les principes du dispositif et un transfert progressif mais tangible qui pourra être évalué de manière plus approfondie une fois les stagiaires pleinement intégrés dans leur établissement. Alors, pour la continuité, vous m'entendez? Oui, madame, vous pouvez continuer. Oui. Alors, pour conclure, nous pouvons dire que le dispositif distanciel que nous avons mis en place a été efficace dans la mesure où les enseignants stagiaires ont été satisfaits de la méthode mise en place, mais qu'il faut un suivi vu que ces enseignants stagiaires n'ont pas été affectés de manière optimale dans les collèges et dans les lycées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, j'aurais une question. Oui, monsieur, allez-y. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas peut-être suivi. C'est quoi le DNL? Alors, monsieur, les DNL, ce sont les disciplines non linguistiques. Ce sont les mathématiques, sciences de la vie et de la Terre et sciences physiques. Ce sont les matières qui sont enseignées en français et au Maroc, ce n'est pas la langue maternelle des élèves. Ça s'appelle les disciplines non linguistiques. Ah, ok. Oui, d'accord, je comprends très bien. Ouais. Donc, c'est enseigner les mathématiques, par exemple, en français. En français pour des Marocains, pour qui le français n'est pas la langue maternelle. C'est des disciplines non linguistiques. Et là, c'était proposer un dispositif de formation pour les enseignants de ces disciplines-là, pour les former à l'évaluation et l'intégration de la dimension linguistique lors de leur évaluation. Ça veut dire, quelle est la place accordée à la langue française lorsque vous enseignez et vous évaluez en français? Ça veut dire, lorsqu'on évalue une discipline, les sciences de la vie et de la Terre, par exemple, est-ce qu'on accorde une importance qu'au contenu disciplinaire et pas au contenu linguistique ou pas? Ça veut dire une évaluation pour donner de la valeur également au contenu linguistique, parce qu'on ne peut pas dissocier linguistique et disciplinaire. Les deux vont ensemble. Ok, mais là, justement, ma question va envoyer votre commentaire. Si on met en place un dispositif comme celui-là, parce que c'est un dispositif aussi qui a utilisé en Europe, par exemple, les Espagnols qui acceptent d'enseigner les mathématiques en leur langue ou l'histoire en leur langue, je dis dans le contexte français, c'est-à-dire que on enseigne les mathématiques en anglais, par exemple, ça c'est les disciplines non linguistiques. Oui. La question maintenant de compétences, parce que nous sommes à l'aide de la pédagogie par les compétences, vous souhaitez mettre en avant la dimension linguistique. Est-ce que dans ce cadre, si il s'agit d'identifier par exemple une partie du corps ou bien de façon pratique, la langue devrait-elle être un outil d'évaluation de compétences ici? Que dirons-nous si un élève le fait bien mais n'arrive pas à articuler sur le plan linguistique, de l'élève qui écrit parfaitement le français mais qui n'arrive pas à identifier une partie du corps? Comment vous placez-vous et situez-vous votre argumentaire dans ce contexte de pédagogie par les compétences? Alors, par rapport à la formation, le dispositif qu'on a mis en place, c'était l'intégration de critères reliés aux compétences linguistiques dans les grilles d'évaluation. C'était les intégrer parce qu'ils n'étaient pas. C'était ne pas accorder d'importance aux compétences linguistiques. C'était les intégrer dans les grilles d'évaluation. C'était une formation par rapport à ça, aux enseignants des disciplines non linguistiques. Monsieur, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, et votre positionnement par rapport à cela? Pensez-vous que cette intégration de la dimension linguistique soit importante pour ce DNL, étant donné que dans d'autres contextes, on a d'autres, les cours de français comme langue étrangère à part entière, mais dans ce contexte, quel est l'objectif? Vous pensez quoi? Quelle est votre position par rapport à cette formation et cette intégration?
vu que j'ai conçu le dispositif, je suis pleinement consciente que c'est très important, qu'on ne peut pas évaluer un contenu disciplinaire en ignorant les compétences langagières. Pour moi, l'un va avec l'autre, on ne peut pas les dissocier. OK. D'accord, ça c'est... Oui, pour moi, les professeurs on doit former les enseignants à l'intégration de ce paramètre-là. Et pour quel pourcentage, par exemple? Vous savez que s'il fallait faire un équilibre, quel serait le pourcentage de l'un et de l'autre? Peut-être 50-50 ou bien? Non, je ne dirais pas quand même 50-50, mais plus 20-30%, mais pas quand même la moitié. Mais quand même accorder quand même de l'importance. Je n'irai pas jusqu'à dire des pourcentages, mais donner quand même de l'importance. Parce qu'avant, c'était on avait, avant de faire la formation, les enseignants étaient dans un refus total. Parce qu'ils nous disaient, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre, je suis professeur de mathématiques, je n'étais pas professeur de français, je ne suis pas censé évaluer la langue française, je ne suis pas là pour évaluer l'accord, je ne suis pas là pour tout ce qui est faute d'orthographe. C'était un souci de représentation avant de former. Ça veut dire que les enseignants prennent conscience de cette réalité-là avant de pouvoir les former, parce qu'ils étaient dans un refus avant. OK, d'accord. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais m'arrêter là, puis peut-être rappelant que peut-être on peut encore se donner 2 minutes pour prendre la pause. Merci beaucoup. Oui, docteur Omar, 2 minutes. Oui, je vous écoute. Il y a une question, je pense, de M. Omar. Oui, monsieur. Oui, monsieur Omar, 2 minutes et puis on se sépare. Ah oui, chers collègues, merci. Donc, merci, Madame Docteur Oumeima, pour la qualité de votre communication. Là, il y a un petit éclaircissement concernant les DNL. Donc, les DNL, ce sont toutes les disciplines dont l'objectif, c'est pas la langue elle-même, mais la langue, donc, c'est une langue d'enseignement. Et le cas, c'est pas uniquement pour les mathématiques, les sciences de la vie de la Terre et la physique, comme vous venez de mentionner, mais aussi d'autres disciplines, comme par exemple l'informatique, la technologie, l'histoire, géo, la philo, ainsi de suite. Donc, une fois, la langue, c'est pas enseignée pour elle-même, c'est pas une langue enseignée, mais on trouve donc que la langue, c'est un outil de transmission uniquement. Pour le contexte marocain, le français comme langue d'enseignement est, voilà, c'est la plus dominante avec ce qu'on appelle les classes BIOF, baccalauréat international option français, et aussi les parcours internationaux, donc les APIC collège, parcours international collégial. Ce que je veux donc ajouter, c'est il y a d'autres langues d'enseignement, mais rares. C'est l'anglais et aussi l'espagnol dans les filières de baccalauréat international. Et pour votre dispositif, je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'il y a un problème de maîtrise linguistique même chez les professeurs. En plus des élèves, certains profs, parce que j'ai déjà fait une recherche concernant donc l'enseignement dans les classes BIOF en français, et plusieurs enseignants, ils ont avoué directement qu'ils ont des problèmes au niveau de la maîtrise de la langue française. Alors, le dispositif, je pense, va améliorer le niveau de maîtrise dans le cadre de formation continue. Et par la suite, bien sûr, les élèves peuvent s'améliorer et progresser. Et je vous remercie infiniment. Je vous remercie, monsieur Omar, pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, nous remercions la docteure pour sa très brillante présentation, un très beau dispositif. Les collègues qui sont là, qui sont dans d'autres pays, pourraient bien copier le modèle, parce que c'est un dispositif que j'ai connaissance dans le contexte de la France, par exemple, l'Espagne, qui me semble très intéressant, parce que ça ouvre plusieurs perspectives. Je suis totalement en phase avec la docteure pour
pour le fait de prendre en compte la dimension linguistique peut-être à 20% comme outil d'enseignement et voilà, capital. Donc, je vais lui repasser la main pour qu'elle puisse conclure son panel. Je la remercie parce que elle a été prise sur le coup, mais elle a fait une magnifique présentation et lui disant que si elle peut informer aussi la docteure Lupna Raishi, qui va modérer un panel et qui était présente à la réunion, ou bien faire des compromis, que si elle a son PowerPoint, elle pourra présenter dans le panel 4. Je vous remercie. A été mis en jour. Donc, je vous repasse la parole, docteur, pour conclure et puis qu'on aille en pause. Merci. Je vous remercie infiniment. J'ai informé ma docteure Lubna El-Reishi pour intervenir. Je viens de lui envoyer un message. Elle sera présente l'après-midi. Je vous remercie. Je remercie également l'ensemble des intervenants pour la qualité et la richesse de leur communication, ainsi qu'à vous, cher public, pour votre participation attentive et pour les questions qui étaient très, très pertinentes. Alors, nous arrivons à la fin de ce panel. Je vous informe que le panel 3 débutera à 13h. Nous vous invitons à prendre le temps de vous reconnecter et de rejoindre le prochain panel à l'heure indiquée pour ne rien manquer des présentations à venir. Alors, d'ici là, je vous souhaite un bon moment de pause et nous nous retrouvons à 13h pour la suite du colloque. Je vous remercie et à 13h, Inch'Allah. Merci. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. OK. Donc, à tout à l'heure, nous nous reprenons dans 1 heure du temps.